Bonjour, je suis Ariba Rehman. Bienvenue dans Smart Action, l'émission de ceux qui font bouger les lignes. Le principe est simple. Chaque mois, je réunis 3 personnalités très emblématiques d'horizons très différents pour échanger autour d'une problématique du monde entrepreneurial. Ensemble, ils vont échanger et voir comment travailler pour éventuellement faire évoluer la société. Mais avant de vous les présenter, commençons par le coup de gueule du mois. Il y a quelques jours, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a rendu son rapport sur l'état du sexisme en France. Les résultats sont édifiants. Le sexisme en France ne recule pas, mais au contraire. Et oui, vous l'aurez compris, le sexisme est très, voire trop présent dans le monde entrepreneurial. Si les femmes sont moins de 1/3 à créer, et pour les plus courageuses, si elles se lancent, il faut savoir qu'elles sont tout au long de leur parcours confrontées à des propos sexistes. Un sexisme qui va les freiner dans le développement de leur entreprise. Un sexisme qui va les décourager. Un sexisme qui va les pousser parfois à jeter l'éponge. Et lorsqu'elles veulent malgré tout ça, aller encore plus loin, est-ce que vous trouvez ça normal qu'une femme entrepreneur face à des investisseurs se doit de répondre à des questions du type « Est-ce que votre mari est d'accord pour que vous entrepreniez ? Est-ce que votre absence à un dîner de famille sera acceptée ? Mais qui va gérer les enfants ?» Devoir répondre à ce type de questionnement, vous trouvez ça normal ? Moi pas. Et si ces femmes entrepreneurs finissent par se rebeller ou se mettre en colère, elles dérangent. Elles sont étiquetées hystériques. Elles manquent de contrôle, elles ne sont juste pas capables de gérer le leadership. En revanche, un homme en entreprise qui va avoir la même combativité, la même énergie est décrit dynamique et ambitieux. Cherchez l'erreur. Pourquoi, dans la société patriarcale, la femme se doit d'être diplomatique et douce, uniquement. Comment changer la donne? C'est ce que nous allons voir ensemble dans mon émission aujourd'hui. Agir contre le sexisme dans l'entrepreneuriat. Et pour cela, je reçois Fatima El Ouadi, adjointe au maire de Rueil-Malmaison, fondatrice de Politiquel et membre du collectif Ensemble contre le sexisme. Morgane Rekel, directrice associée diversité, équité et inclusion, EY France, et Camille Puech, CEO de Cali Social. Il est grand temps de passer de l'incantation à l'action. Alors go! Quoi de mieux que de recevoir une élue du terrain qui lutte depuis de nombreuses années pour la promotion de la place de la femme dans la société. Fatima El Ouadi, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai trouvé il y a quelques années un article dans Forbes vous concernant, Oui. qui disait Fatima El Ouadi, une idée du féminisme. Donc, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je vous laisse vous présenter. Je crois que le titre, c'était une certaine idée, parce que j'étais un peu à contre-courant il y a quelques années. Je pense que je suis toujours un peu à contre-courant sur certains sujets autour du féminisme. Pour me présenter, donc j'ai 28 ans, je suis élue locale, adjointe au maire de Rueil-Malmaison depuis maintenant 2 ans et demi à peu près. Donc j'ai été élue en juin de 2020. J'ai créé une association en 2012-2013 qui s'appelle Politiquel, qui lutte contre le sexisme sous toutes ses formes, que ce soit dans la vie, la sphère publique, la sphère politique et aussi la sphère privée, ce qu'on vit chez nous, et aussi dans la sphère professionnelle. Et on a mené un certain nombre d'actions en France et même à l'étranger autour de ces sujets-là et autour de l'entrepreneuriat. Donc c'est une fierté d'avoir lancé cette initiative qui aujourd'hui continue d'exister, même si je suis moins partie prenante que par le passé. L'association continue d'exister dans plusieurs villes en France avec des personnes très dynamiques qui continuent de porter un peu l'héritage de ce qu'on a pu bâtir il y a déjà 10 ans. Alors, depuis votre jeune âge, donc le sexisme, ça vous interpelle, pourquoi ? En fait, il y a une étude du HCE qui est parue il y a quelques jours, quelques semaines, où on dit en fait, les jeunes reproduisent les mêmes schémas, voire pire, en pire, du sexisme que leurs aînés. Et ce constat-là,
Moi, je l'ai fait il y a 10 ans, parce que c'est à l'origine en fait de la création de mon association. À l'époque, j'avais 19 ans, donc j'étais nettement plus jeune. Et déjà, je faisais le constat que je pensais que ma génération était un peu plus moderne, qu'elle allait être un peu plus évoluée sur ces questions. Et j'ai constaté malheureusement que c'était pas du tout le cas. Parce que, voilà, il y avait du sexisme, on voyait bien du sexisme ordinaire, à la fois dans les comportements, mais aussi du sexisme un peu dans les représentations. C'est-à-dire que, comme j'étais étudiante à Sciences Po à l'époque, il y avait un certain nombre d'associations, de syndicats étudiants, et ceux qui dirigeaient les syndicats, c'était des hommes. Ceux qui dirigeaient les associations politiques, c'était des hommes, des jeunes étudiants hommes. Voilà, donc on était déjà en train de reproduire ces schémas, et ça m'a un peu révoltée parce qu'il y avait un sujet de compétences, on était à compétences égales et pas la même reconnaissance de ces sujets. Donc, il y avait aussi dans mon initiative initiale, c'était de se dire, et là encore, je pense qu'on avait raison avant que ça se démocratise, c'était de se dire, en fait, les hommes, c'est 50% du problème. Ça ne peut pas être qu'un problème de femmes. Donc, il faut, si on veut y arriver, pour traiter ces sujets, il faut impliquer les hommes. Nous, notre innovation de l'époque, qui peut paraître un peu rigolote en 2023, c'était de se dire, je vais lancer une association qui est mixte sur l'égalité femmes-hommes. Et à l'époque, on nous avait dit c'est du féminisme de droite, sans être caricatural, mais c'est la réalité. Voilà. Donc, c'était de se dire, en fait, il faut qu'on traite le sujet avec les hommes, il faut qu'il y ait de la mixité, il faut qu'il y ait du dialogue, et c'est comme ça qu'on arrivera à résoudre le problème. Donc voilà un peu la genèse de l'association, et depuis on a travaillé sans relâche sur pas mal de sujets. En 2022, lors de l'élection présidentielle, on a porté des propositions sur l'entrepreneuriat, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. On a fait des formations, on a organisé des cycles de formation pour donner envie aux femmes d'entreprendre, de se lancer dans la vie active, d'être autonome, de se sentir responsabilité, d'avoir envie de négocier ses salaires, enfin voilà. Et on s'est beaucoup intéressé aussi à l'univers de la tech, de l'entrepreneuriat numérique, et on a constaté là aussi qu'il y avait des sujets de parité importants dans les financements, mais pas que, aussi dans la représentation. Aujourd'hui, il y a un sujet sur les métiers du numérique, qui sont des métiers malheureusement assez masculins, du fait de la représentation genrée de la société qui perdure. Donc, c'est des choses qui ne peuvent pas se résoudre en un claquement de doigts. C'est des sujets assez structurels. C'est exact. Donc, ça prend du temps. Et c'est exact, c'était le sujet de mon émission précédente, et on va y revenir à la fin de l'émission rapidement. Merci beaucoup. Morgane Requel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice associée diversité, équité et inclusion chez EY France. Absolument. Donc, vous aussi, vous êtes particulièrement attachée à ce sujet qui nous réunit aujourd'hui. Oui. Et d'ailleurs, EY est à l'origine, avec L'Oréal et Accor, de l'initiative STOP. Absolument, l'initiative STOP. Pouvez-vous nous en parler ? Bien sûr. Alors d'abord, vous parlez de ce que c'est que le sexisme ordinaire. L'initiative STOP, c'est Stop au sexisme dit ordinaire, je dis dit ordinaire, en entreprise. Et le sexisme ordinaire, c'est un des sexismes de la palette qui est très large des sexismes, ou des violences sexistes et sexuelles, si on devait appeler ça comme ça. Et c'est l'ensemble de ces propos, de ces manifestations banalisées, insidieuses, basées sur des stéréotypes de sexe qui touchent celles et ceux qui les subissent. Je dis celles et ceux parce que les hommes les subissent aussi, même si c'est plus 80% des femmes et je dirais 30% des hommes qui subissent ça, à travers des manifestations très banalisées. Donc ça peut être par exemple, tu as encore pris ton mercredi, on ne peut pas compter sur toi pour venir, tu seras notre atour charme pour aller voir le client, etc., etc. Ou bien bonjour messieurs dans une salle de réunion. Donc c'est très banal. C'est très considéré comme anodin encore aujourd'hui, sauf que cette typologie de sexisme dit ordinaire, en réalité, elle a des incidences qui sont graves. Les premières incidences, c'est les incidences liées à l'autocensure, liées à la censure, au fait qu'on discrédite les femmes qui les subissent. Et puis, les deuxièmes incidences, c'est l'incidence sur les faits plus graves. C'est-à-dire que si on ne traite pas la question du sexisme dit ordinaire, de ce sexisme-là, en fait, on est sur un terreau favorable à des agissements plus graves. Donc là, on va parler de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est aussi un terreau d'inégalité entre les femmes et les hommes. Donc c'est un sujet qui est essentiel. Et donc, on a voulu l'aborder avec Stop au sexisme dit ordinaire en entreprise. Et j'en profite pour saluer mes homologues d'Accor et L'Oréal. À 3, on s'est dit, il faut faire quelque chose sur ces sujets. C'est un sujet qui est très peu traité en entreprise, voire pas du tout. Faisons-le ensemble parce qu'on ira plus vite et plus loin en le faisant ensemble.
Et on s'est rapidement retrouvé à une trentaine d'entreprises, donc on est passé de 3 à 30. Et à 30, on s'est mis autour de la table et on s'est dit, voilà, quelles sont finalement les bonnes pratiques qu'on met en place déjà ou qu'on pourrait mettre en place dans nos organisations pour prévenir, je dirais même enrayer, le sexisme ordinaire et en réalité tous les sexismes, parce que finalement on traite de tout. Donc on a mis en place, je dirais, un set de bonnes pratiques et on s'est dit, c'est bien d'avoir des bonnes pratiques. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'on s'engage, que nos entreprises s'engagent. Donc on a mis en place un acte d'engagement. Et effectivement, disposer d'un acte d'engagement, c'est pas non plus suffisant, parce que ça veut dire derrière travailler. Et votre émission, elle dit ça, votre émission, elle dit arrêtons l'incantatoire et faisons. Et donc, 4 ans après, on est passé de 30 entreprises à 200 organisations. Donc, les écoles nous ont rejoints, des administrations nous ont rejoints. Et très concrètement, dans notre quotidien, ce qu'on fait, c'est qu'on se réunit chaque trimestre pour partager toutes les bonnes pratiques qu'on met en place, nos idées, nos difficultés aussi, les problématiques qu'on a, parce qu'évidemment, le chemin est encore long. Donc, on a ça. On a des groupes de travail spécifiques sur des sujets très concrets. Je vous citerai un exemple. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ou comment on peut améliorer nos dispositifs d'alerte et traitement des questions sexistes dans l'organisation. Voilà, moi je fais ça, un tel autre fait ça. Ah oui, tiens, ça c'est une bonne idée. Comment faisons mieux ensemble? Donc il y a ça, donc ces groupes de travail très spécifiques. Et puis surtout, moi ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on mutualise les outils. Donc, toutes les ressources qu'on met en place dans nos propres organisations, on les met à disposition de l'ensemble du collectif. Et ce collectif, c'est un mouvement, il n'y a pas d'adhésion en fait, c'est un mouvement très spontané. Et pour vous donner un exemple d'outil mis en place qui a été élaboré pour l'ensemble de la communauté, on a un e-learning qui a été monté par 7 entreprises du collectif il y a quelque temps. Elles ont payé pour ça, évidemment, et elles le mettent à disposition de l'ensemble des membres du collectif. Et c'est des dizaines de milliers de personnes formés, d'usagers formés à ces questions-là depuis la mise en place de ce e-learning. Voilà, donc... Mais bravo, oui, bien sûr. On continue, évidemment. Et il faudra. Et c'est donc cette initiative est donc sous le haut patronage de notre chère ministre Isabelle Rome. Absolument, on vient d'en célébrer les 4 ans avec la présence de Madame la ministre. Ouais, super. Donc, et pouvez-vous nous dire quand même comment un grand groupe comme EY lutte contre le sexisme au quotidien ? Oui, alors je dirais qu'il y a 3 piliers qui est valable pour EY et qui est valable pour toute autre organisation constituée en réalité, selon moi. Le premier pilier, c'est le pilier de l'information. C'est-à-dire qu'on parlait de dialogue tout à l'heure, il est essentiel d'informer sur ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que le sexisme? Qu'est-ce que sont les agissements sexistes? Et pas simplement sur ce que c'est au regard de la loi, mais aussi sur les incidences que ça. Donc ce sont les incidences sur, évidemment, les personnes qui les subissent, et on en a un peu parlé. Ce sont aussi les incidences sur le collectif de travail, parce que ça touche aussi le collectif constitué, et les incidences sur l'entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Et quelles incidences ça a? Donc on le fait à travers des formations, des sensibilisations, on remet au goût du jour le sujet en permanence pour que les uns et les autres sachent de quoi on parle, c'est vraiment essentiel. Il y a un deuxième pilier pour moi qui est très important, c'est le fait d'outiller. Bon, d'abord en tant qu'entreprise être outillée, donc je parlais des dispositifs d'alerte et traitement, c'en est un par exemple, la manière dont on traite la question de l'égalité et de l'équité dans les process, mais c'est aussi outiller celles et ceux qui au quotidien travaillent. Donc la manière d'outiller, je vais vous donner un exemple. Nous, on forme l'ensemble de nos encadrants à la question du sexisme de manière obligatoire. Donc évidemment, on les forme sur ce que c'est et ce que ça fait, je viens d'en parler. Mais on les forme aussi sur la manière dont, en tant qu'encadrant, ils doivent accueillir des situations si elles arrivent, où ils doivent se prévenir ces situations au cas où elles arrivent. Donc quels sont les signaux faibles ? Qu'est-ce que je dois faire si quelqu'un vient me voir et me dit « voilà ce que j'ai subi, comment j'oriente, vers qui, etc. » Ça, c'est outillé. Et il y a un dernier point qui est très important aussi selon moi, c'est le point de la mesure. C'est pas facile de mesurer parce qu'on est sur des zones grises quand je parle de la question du sexisme ordinaire. Donc on s'est dit, pour mesurer, le mieux c'est de réaliser un baromètre. On a lancé, pareil avec le collectif Stop, pas EY uniquement, mais EY en a fait partie. Un baromètre qui nous aidera à mesurer au fil de l'eau à la fois ce qui se passe en matière d'agissement sexiste, mais également comment les actions que nous menons permettent d'enrayer progressivement ces agissements. Voilà. D'accord. Très bien. Camille Puech, bonjour. Vous êtes CEO de Cali Social. Exactement, bonjour. Cabinet leader du bien-être et de l'engagement au travail. Et vous développez des solutions de prévention du harcèlement dans les entreprises depuis plusieurs années. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, alors donc Kelly Social, donc c'est une boîte que j'ai créée il y a 15 ans maintenant. On est une petite centaine de collaborateurs et on doit travailler dans 700 organisations. Nous, notre métier, c'est d'aider les organisations à prendre soin des salariés. Et dans le prendre soin des salariés, il y a une notion de respect, il y a une notion d'accompagnement. Et donc, tous les sujets liés au harcèlement et au harcèlement sexuel et donc au sexisme, c'est des sujets qu'on accompagne. Et on aide les organisations à promouvoir les bonnes pratiques, à promouvoir le respect, à outiller. D'ailleurs, on a des outils justement pour permettre aux gens de s'exprimer, libérer la parole sur le sujet. Et donc, on fait ça au quotidien dans de nombreuses organisations avec une équipe. Alors, nous, on est une entreprise, on fait beaucoup de psychologie. Donc, nous, on est une organisation aussi majoritairement féminine. On a 85% de femmes chez Kelly Social. Et c'est intéressant parce que finalement, on aide les organisations à prôner des règles, à prôner des modes de fonctionnement. Mais je réalise qu'en fait, on est une organisation qui est assez féministe. On a certaines règles, en fait, je dis féministe, mais dans le sens tout à fait neutre du terme. À savoir juste, on considère qu'il y a l'égalité entre l'homme et la femme. Et j'avais une anecdote, je pensais à ça, je voyais la lunette des toilettes. Je trouve que ma mère est féministe et donc j'ai été éduqué, les garçons ils font pipi assis et je réplique sur mes garçons et je trouve que cette lunette des toilettes c'est déjà féministe et ça me gêne dans l'entreprise parce que je me dis mince, les toilettes sont sales parce que les hommes ils font pas attention, etc. Et en fait j'en ai parlé avec les équipes, j'en ai dit non, on devrait interdire de faire ça parce que c'est pas respectueux de ça. Et en même temps je me suis dit mince, c'est un geste féministe de base tout simplement. Un geste de féministe ou un geste respectueux finalement, de respect plutôt. Oui, alors je dis féministe dans le sens neutre, à savoir on prône juste l'égalité du genre sans forcément faire un combat, mais finalement on a le devoir de le faire parce que c'est une cause de tous en fait. On peut pas dire ça me regarde pas, etc. Je suis marié, j'ai pas de filles, j'ai que des garçons, mais je peux avoir des filles. C'est juste vivre dans un monde meilleur et c'est le devoir de tout le monde, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que parfois on fait face, c'est vous d'ailleurs Camille qui m'en avez parlé, en fait, où vous m'avez dit que des fois on met un petit peu l'étiquette des petites blagounettes qu'on peut recevoir dans les bureaux et finalement ce sont des propos sexistes et que si on allait chercher en fait toutes les personnes qui les prononçaient, finalement ça pourrait faire 35% du personnel oui, parce au chômage. Depuis l'année dernière, la loi santé-travail a reconnu le sexisme comme constitutif d'un harcèlement sexuel. Voilà. Ça veut dire que concrètement, 2 actes sexistes au travail, c'est une répétition d'un acte qui est constitutif d'un harcèlement sexuel, et donc répétition d'actes constitutifs d'un harcèlement sexuel, c'est du harcèlement sexuel. La jurisprudence sur le sujet, elle est assez claire. Quand un employeur est conscient qu'un de ses salariés fait du harcèlement sexuel, globalement, il a le devoir de le licencier. Si on prend les statistiques du baromètre, il y a quand même pas mal d'hommes qui font du sexisme ordinaire. 70, 80% de population. Oui, enfin, en tout cas, 8 femmes sur 10 expliquent qu'elles ont déjà vécu ce sexisme dit ordinaire, ce qui est énorme, c'est absolument massif. Ça se poursuit évidemment, donc il y a un enjeu de prise de conscience sur ce que c'est, ce que ça fait, ce que je disais tout à l'heure, pour pouvoir enrayer ça. C'est le cas de 3 hommes sur 10. Donc c'est pour ça que effectivement, les femmes sont beaucoup plus victimes de cela que les hommes, même s'il ne faut pas oublier les hommes. Et j'ai trouvé très intéressant ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait d'engager les hommes dans ce combat. C'est absolument primordial. C'est ensemble qu'on va y arriver. Et le militantisme, pour moi, c'est ça. C'est engager les hommes dans cette prévention, dans cette lutte contre les inégalités faites aux femmes et le sexisme qui, malheureusement, touche beaucoup plus les femmes compte tenu des stéréotypes de sexe. Donc, comment on fait avancer le débat aujourd'hui? Parce que chez Smart Action, on s'engage, on avance, on fait de l'action. Est-ce que vous avez des recommandations par rapport à ça pour vraiment faire avancer et bouger les choses? Il est important, on a fait un constat, il y a un problème. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut concrètement faire quelque chose pour faire évoluer cette mentalité. Camille, il me semble que vous aviez une petite idée. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites déjà, il faut reconnaître. Nous, on a demandé à Ipsos d'investiguer. Selon les Français, il y a seulement une entreprise sur 8 qui a déployé toutes les mesures pour prévenir le sexisme au travail. Donc déjà, si les 7 entreprises sur 8 restantes se mettaient à la page, ça ferait pas mal de boulot. Non, le point qui fait défaut, c'est souvent, vous savez, maintenant les organisations ont l'obligation d'avoir des dispositifs de signalement
au sein de leur organisation pour que les salariés puissent se saisir du sujet. En France, on a la particularité que cette obligation, elle n'incombe pas à l'employeur que ce dispositif de signalement soit externe à l'entreprise ou à l'organisation publique. Et ça, je pense que c'est un problème. On devrait contraindre les organisations à ce que le signalement soit recueilli par un tiers neutre, objectif, garant de la confidentialité et du bon traitement du signalement. Parce que moi, j'ai beaucoup de salariés qui me disent « mais non, je ne vais pas le signaler parce que ça va tomber sur le bureau de mon patron et en fait, j'ai pas envie de traiter le sujet comme ça, quoi. » Et je pense qu'en imposant ça aiderait à maximiser les signalements et donc plus de signalements, plus de conscience, plus d'action. Qu'est-ce que vous en pensez avec Political? En plus, vous êtes membre du collectif Ensemble contre le sexisme. Absolument, on a fait le procès du sexisme lors de la journée contre le sexisme fin janvier. C'était un débat mis en scène sur comment on dit du sexisme, c'est quoi le procès, quelle est la condamnation. Je crois que ça a été filmé, donc c'est disponible à mon avis sur Internet. Nous, on a deux choses dont je voulais peut-être parler avec vous. C'est Political a lancé un programme de formation qui s'appelle Femmes d'avenir. Le programme est assez simple. C'est qu'il y a un sujet, je pense, d'inspiration des femmes sur la capacité à pouvoir faire des choses et à casser un peu des stéréotypes, casser des barrières, des plafonds de verre qu'elles peuvent se mettre, des blocages. Donc pour cela, on fait venir des personnes inspirantes, des femmes qui ont travaillé dans plusieurs secteurs. Ça peut être du public, ça peut être du privé, à des fonctions de responsabilité, parfois dans la tech, parfois chez SNCF, donc dans les réseaux. Enfin voilà, c'est dans plein de types de business. Pardon, allez-y. Non, il faut vraiment qu'on arrive à partir avec une action concrète. Non, mais c'est une action concrète. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors attention, parce que... Mettre en place des programmes de formation à destination des jeunes femmes qui arrivent en entreprise pour leur montrer qu'il y a une capacité à faire, d'entreprendre par elle-même, de prendre la parole, de savoir poser sa voix, de savoir présenter les choses, de se libérer d'un certain nombre de freins qu'elles peuvent se mettre. D'accord. C'est une façon d'entreprendre qui est très concrète. La capacité à faire, c'est pas qu'une capacité en termes de compétences, c'est aussi beaucoup de savoir-être. Oui, je suis d'accord, des soft skills. De façon de faire les choses. Pour moi, ça me paraît essentiel. Autre chose, proposition très concrète. Moi, je fais le vœu, et c'était une proposition pendant l'élection présidentielle, c'est que les banques et les fonds de capital investissement, tout ce qui est venture capital, investissent dans des projets qui sont dirigés par des femmes, parce qu'aujourd'hui, il y a trop peu d'investissements qui sont orientés. Vous regardez juste le profil des entreprises qui sont faites, dans lesquelles les gens investissent. C'est majoritairement des entreprises masculines dirigées par des hommes. Et surtout, de dire aux banques, publiez vos données. Dites-nous donc, combien de business vous investissez qui sont portés par des femmes. Un vrai sujet. Ça serait intéressant de savoir. Absolument. Les indicateurs extra-financiers sont absolument déterminants pour les entreprises, puisque c'est tout leur financement ESG qui tombe sous le coup de ça. Et publier ces données, ça ferait beaucoup de bien à beaucoup de monde. Oui, absolument. Donc, pour revenir, sachez que vous avez un mois pour enclencher l'action qu'on va déterminer ensemble. Donc, il faut qu'on parte, qu'on discute ensemble rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps, qu'on parte avec une action concrète qu'on peut enclencher facilement dans le mois à venir. Moi, l'émission suivante, j'ai un devoir. C'est de faire un petit point sur ce qu'on aura mis en place ensemble sur ce plateau. Il y a un suivi qui est effectué. Donc, c'est important. Vous êtes déjà tous autour de la table très engagés sur le sujet et je vous en félicite. Maintenant, on a envie d'aller un peu plus loin. On va être dans l'action. Donc, alors, Camille, vous venez de proposer quelque chose qui est finalement, je pense, pas mal. C'est de se dire, en fait, on a une personne externe à l'entreprise, voilà, qui recueille le signalement. Et vous trouvez que ça peut être intéressant et ça peut pousser davantage des femmes à aller signaler dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, quand c'est dans l'entreprise, on hésite. On n'a pas envie d'avoir cette étiquette, on n'ose pas en parler. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Est-ce que vous pourrez vous engager, vous, chez EY ou via l'initiative Stop, l'intégrer? C'est très intéressant parce qu'on a un groupe de travail en ce moment qui nous permet justement de partager nos retours d'expérience sur nos propres dispositifs. C'est vrai qu'on est assez globalement équipés de dispositifs de signalement et de traitement, mais après, ces dispositifs doivent être de plus en plus efficients. Et pour les rendre efficients, eh bien, il y a des situations à régler, il y a des petits réglages à faire. Donc, et on a interrogé dans le cadre de ce groupe de travail spécifique le fait d'avoir des signalements en interne ou en externe, et on n'a pas nécessairement la réponse à cette question-là. Donc, je vous inviterai avec plaisir dans ce groupe de travail pour que vous nous partagiez votre savoir-faire là-dessus, avec grand plaisir. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé du tout, et le HCE en a parlé dans son rapport également, c'est l'aggravation des
du sexisme violent, en particulier chez les plus jeunes générations. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Je pense que, alors nous, on travaille sur le domaine de l'entreprise, du travail, mais en fait, je pense que le plus on travaille en amont sur ces questions-là, le mieux on se préserve de devoir traiter de telles situations lorsqu'on est dans le monde du travail ou dans les organisations constituées. Donc peut-être qu'une action, alors il y a de nombreuses choses qui sont faites, peut-être qu'une action pour une entreprise comme la nôtre, c'est de travailler avec les écoles, ça on le fait, école de l'enseignement supérieur on le fait, mais c'est d'aller un cran plus loin auprès de la jeunesse, auprès des lycéens, auprès des collégiens, pour partager nos savoir-faire, ou en tout cas nos attentes, les attentes du monde de l'entreprise sur ces questions-là. Et vous parlez de respect, vous avez raison. Le mot respect est le mot-clé en réalité. Ouais. En réalité, les deux sujets sont assez liés finalement, parce que le monde d'entreprise prépare aussi la jeunesse, on doit les accueillir dans nos entreprises. Donc, et la jeunesse, de toute façon, va aussi emmener en fait une certaine culture dans l'entreprise. Donc les deux sujets sont absolument liés. Donc ce que je propose, c'est que vous travaillez, vous continuez ce travail avec l'idée que vous avez proposée, Camille, et on refera le point dans ma prochaine émission. Donc je vais suivre ça de près pour voir un petit peu comment vous avez avancé de votre côté. Merci beaucoup Fatma El Ouazdi, Morgane Rekel et Camille Pouèche d'avoir été avec nous sur ce plateau sur ce sujet. Mais avant de terminer, j'aimerais faire un petit point sur mon émission précédente où on avait parlé sur agir pour la parité femmes-hommes dans les métiers de la tech. Il faut savoir que je suis heureuse puisque en effet on fait bouger les choses, on passe à l'action puisque Allegria va intervenir courant le mois de mars dans les établissements, en tout cas au moins un dans l'établissement de l'Essonne, comme nous l'avait proposé Marie-Pierre Rixin. Donc c'était Arriva Rehman dans Smart Action, l'émission de ceux qui font bouger les lignes. Merci beaucoup.